Sur ce disque dur, il y a 50 000 $ en crypto-monnaie. Et ils sont à vous, si vous êtes prêts à aller les chercher à 8848 mètres d'altitude, au sommet de l'Everest. Je sais, ça ressemble à une arnaque, mais c'est un défi bien réel, imaginé par la société Ask.fm en 2018. Cette année-là, l'entreprise envoie 4 grimpeurs ukrainiens sur l'Everest pour y intégrer l'équivalent de 50 000 $ dans la crypto-monnaie que Ask.fm s'apprête à lancer. Si vous pensez que c'est une mauvaise idée, vous avez raison, mais accrochez-vous. Le 14 mai 2018, les membres de l'expédition arrivent au sommet. Ils y enterrent le disque dur et tournent une vidéo mettant en défi le monde entier de venir le chercher pour récupérer la somme qui s'y trouve. Ask.fm publie la vidéo accompagnée du communiqué de presse le plus dithyrambique que vous n'ayez jamais lu. Alors que d'autres essayent des techniques de marketing sophistiquées, ces gars montent au sommet de la plus haute montagne de la planète. Une façon élégante de se vanter d'une supériorité idéologique vis-à-vis des autres crypto-monnaies. Une méthode inexplorée auparavant. Waouh. Mais en parlant de supériorité idéologique, où est-ce que vous placez le fait de dissimuler la mort de l'un des Sherpas qui vous a permis d'atteindre le sommet? Parce que c'est ce qu'il s'est passé lors de cette expédition. Lors de la redescente, Lam Babou Sherpa, l'un des Sherpas qui accompagnait les grimpeurs, perd la vie. Il comptait plus de 30 années d'expérience en très haute montagne et avait déjà gravi l'Everest à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas vraiment, tant les membres de l'expédition sont restés évasifs à ce sujet. Encore aujourd'hui, son corps n'a pas été retrouvé et on suppose qu'il aurait fait une chute. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Ask.fm s'était bien gardé de communiquer cette partie de l'histoire jusqu'à ce que des passionnés de l'Everest viennent fouiner dans cette affaire. La mort de Lam Babou Sherpa est dramatique, comme celle de tous les autres qui ne sont jamais revenus de l'Everest. Mais symboliquement, elle représente toutes les critiques que l'on fait à cette montagne et ses grimpeurs depuis des années. Un regroupement de milliardaires sous-entraînés qui ne savent plus quoi faire de leur argent et cherchent une nouvelle manière de gonfler leur ego, quitte à ce que d'autres y laissent leur vie. Et clairement, il y a de ça dans le désastre de l'expédition d'Ask.fm. Mais si ce discours vous semble un poil caricatural, c'est parce qu'il l'est. Et pas qu'un peu. Derrière les tweets, les articles, les critiques, la réalité est bien plus contrastée. Parce qu'à plus de 8000 mètres d'altitude, rien n'est facile. Et ce qu'il se passe vraiment là-haut ne peut pas tenir en 250 caractères. Fermez les yeux. Si je vous parle de l'Everest, qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être que ce sont les paysages presque venus d'une autre planète et que très peu ont eu la chance d'admirer. Ou peut-être que c'est le danger omniprésent et les trop nombreuses dépouilles qui ne sont jamais redescendues. Peut-être même que ce sont les détritus et les embouteillages au sommet qui font régulièrement la une des médias. Quoi qu'il en soit, l'Everest n'est plus une simple montagne, c'est un mythe qui ne laisse personne indifférent. Et ça, c'est dans notre nature. Remontez dans le temps à l'époque de votre choix, et vous trouverez toujours un groupe assez fou pour se demander ce qu'il y a de l'autre côté de cet océan, en haut de cette montagne, sur cette autre planète. À quoi sert de gravir l'Everest? À rien. Ou comme le disait George Mallory, mort sur l'Everest en 1924, on ne trouvera pas d'argent ou d'or, pas de charbon ou de fer. Mais si vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui attire l'homme vers le défi représenté par cette montagne, alors vous ne comprendrez pas pourquoi on y va. Regardez autour de vous. Tout ce qui compose notre monde, ce qui vous permet de regarder cette vidéo en ce moment même, repose sur la volonté de quelques-uns de repousser encore un peu plus les limites de notre réalité. C'est vrai pour la conquête spatiale, pour l'aviation, mais aussi pour l'Everest. La première ascension du toit du monde en 1953 n'a pas permis de guérir le cancer. Pas plus que la première sans oxygène de 1978 n'a permis d'éradiquer la faim dans le monde. Mais ces expéditions ont marqué un tournant dans la connaissance que nous avons de notre planète et de nos propres limites. Vous trouvez ça romantique? Moi aussi. Mais maintenant, prenez tout ce que je viens de dire et mettez-le à la poubelle, parce que ce n'est plus franchement d'actualité aujourd'hui. En 2024, 700 grimpeurs ont réussi l'Everest. Ils viennent s'ajouter à une liste longue d'environ 11 200 grimpeurs qui ont posé le pied au sommet depuis 1953. Collectivement, nous n'avons plus aucun intérêt à gravir l'Everest. On connaît sa topographie, les différentes voies vers son sommet, et les réactions de notre organisme à cette altitude. Si la première ascension d'Hilary Enorgay a marqué une forme de progrès pour l'humanité, on peut difficilement en dire autant de celle du 11 200e grimpeur à les imiter. Mais contrairement à ce qu'on entend, je ne crois pas que ça rende cette quête anecdotique ou inutile pour autant. Déjà, parce qu'encore aujourd'hui, gravir l'Everest reste un authentique exploit. Vous pouvez installer toutes les cordes fixes et toutes les échelles que vous voulez, embaucher autant de Sherpas que vous le pouvez. En bout de ligne, rien ne peut transformer l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres en une simple randonnée dans la neige. Pire, je crois même que les critiques qui reprochent à l'Everest d'être devenu trop accessible contribuent à attirer des grimpeurs sans expérience qui se mettent à croire que le toit du monde est à leur portée. Et je ne suis pas le seul à le dire. Les grimpeurs doivent comprendre qu'un sommet comme l'Everest est extrêmement dangereux. Ils doivent arrêter de croire qu'être avec un Sherpa qui a fait l'Everest 10 fois les sauvera s'ils sont en danger. Même le meilleur Sherpa ne peut pas redescendre un grimpeur seul ou apporter de l'oxygène dans la seconde. Et les hélicoptères, les opérations de sauvetage et les appareils GPS ont eux aussi leurs limites. Alors oui, l'ascension de l'Everest est plus confortable en 2024 qu'au siècle dernier. Et oui, certaines agences proposent des forfaits avec Wi-Fi et chef cuisinier au camp de base, ce qui peut attirer des grimpeurs novices. Mais une fois l'ascension débutée, vous êtes exposé au même danger que tous les autres, peu importe ce que vous avez mangé la veille. Et surtout, ce n'est pas parce que l'ascension de l'Everest ne vous apporte rien qu'elle est inutile pour les grimpeurs qui s'y attaquent. Le truc, c'est que quelques siècles en arrière, ce type de projet était mené au nom d'une cause plus grande que soi. Celui d'une communauté religieuse, d'une nation, d'un empire. Alors il n'en est pas toujours sorti que du positif, loin de là, mais cela donnait l'impression à tous d'être concernés par ces aventures. À notre époque, ces valeurs se sont effritées au profit de l'accomplissement personnel. Les grimpeurs qui s'attaquent à l'Everest ne représentent pas une ville ou un pays, ils ne représentent qu'eux-mêmes et leur propre ambition. Ça peut sembler futile, mais au final, une ascension de l'Everest vous concerne tout autant qu'une médaille de lion marchand ou qu'un astronaute français sur la Lune. C'est-à-dire beaucoup ou pas du tout. Tout dépend de l'intérêt que vous y portez.
Alors oui, les grimpeurs montent sur l'Everest par pur intérêt personnel. Et ce serait facile d'assimiler ça à de l'égoïsme ou à de la fierté mal placée, c'est d'ailleurs ce que font très bien beaucoup d'articles et de commentaires en ligne. Mais en tirant des conclusions aussi vastes sur plus de 11 000 personnes, on passe obligatoirement à côté d'une partie de la réalité. Elle, c'est Fabienne Psychopersonic. Elle a 39 ans et elle est infirmière en soins intensifs à Montpellier. En 2009, les médecins lui diagnostiquent 2 handicaps sévères. La maladie des os de verre, entraînant de multiples fractures au moindre choc, et une spondylarthrite ankylosante, une inflammation des articulations. Le 18 mai 2023, Fabienne est devenue la première femme doublement handicapée à gravir l'Everest. Pour financer son expédition, elle s'est entourée de sponsors et elle a profité de sa médiatisation pour récolter des dons à destination de l'INSERM. Et Fabienne n'est pas un cas isolé. On pourrait aussi parler de Hari Bouddha Magar, le premier double amputé au-dessus des genoux à gravir l'Everest. Son but ? Prouver que tant qu'on peut adapter sa vie au temps et à la situation, tout est possible. Il n'y a aucune limite. Quand on parle de 700 grimpeurs par an sur l'Everest, on oublie que ce sont 700 histoires, 700 parcours de vie et 700 raisons différentes de rejoindre le toit du monde. Bien sûr, tous n'ont pas un passif aussi lourd à porter que Fabienne ou Hari Bouddha. Et bien sûr, si vous cherchez, vous en trouverez qui ne viennent à l'Everest que pour gagner le droit de s'en vanter. Mais décrédibiliser ce qui pour beaucoup représente l'accomplissement d'un cheminement long de plusieurs années à cause des agissements d'une minorité, ça me semble injuste. Et d'ailleurs, quand bien même vous décideriez de faire l'Everest seulement pour gonfler votre statut social, ce n'est sans doute pas la meilleure manière d'être épanoui, mais ça vous regarde. Au fond, c'est ce même désir de reconnaissance qui pousse de plus en plus de monde à vouloir courir un marathon, un Ironman ou un ultra-trail. Ce n'est pas la seule motivation, mais c'en est une. On la vit tous dans différents aspects de notre vie, et c'est humain. Seulement, courir 42 km dans les rues de Paris et partir au Népal gravir le plus haut sommet du monde entouré de 6 Sherpas, ce n'est pas exactement le même engagement. Sur le plan financier, humain comme environnemental. Au-delà des grimpeurs eux-mêmes, c'est souvent l'impact global de leur expédition qui est critiqué, avec des clichés comme celui-ci illustrant tout ce qui ne va pas sur l'Everest. Sauf que cette photo n'a pas du tout été prise en Himalaya, mais beaucoup plus proche de chez nous, sur le Mont Blanc. Il y a plus d'alpinistes qui grimpent le Mont Blanc tous les ans que de personnes qui ont atteint le sommet de l'Everest dans toute l'histoire de l'humanité. On parle de pics d'affluence autour de 420 alpinistes par jour, soit l'équivalent d'une année entière sur l'Everest. Et à la différence du Népal, l'Europe ne s'est pas limitée à la haute montagne. Chaque année, 11 millions de Français se déplacent dans l'une des 350 stations de ski du territoire. Entre leur transport et leur logement, on estime l'impact du ski en France à 800 000 tonnes de CO2 par an. Si ce chiffre vous paraît abstrait, la dégradation du paysage et les dommages causés à la faune et à la flore locale sont bien réels et largement documentés. Je ne suis pas là pour vous faire la morale ou vous dire d'annuler vos prochaines vacances au ski. Personne n'est parfait, moi le premier. Mais force est de constater qu'il y a une bonne dose d'hypocrisie dans les critiques adressées à l'Everest et à ce qui l'entoure. Quand on construit une barre d'immeuble à 2100 mètres d'altitude sur une montagne vierge, on l'appelle le paquebot des neiges et on dit de lui qu'il trône fièrement face au Mont Blanc. Mais quand le Népal peine à redescendre des morceaux de tente déchirés par le vent à 8000 mètres d'altitude, on parle d'une catastrophe environnementale. Oui, l'Everest est un symbole, et voir que l'humanité a réussi à souiller le toit du monde, c'est désolant. Oui, une expédition européenne en Himalaya a un impact sur la planète, ne serait-ce que par les 11 heures d'avion qui nous séparent du Népal. Mais la sauvegarde de la montagne, ça commence déjà chez nous, parce que nous faisons partie du problème, et à une échelle infiniment supérieure à celle du Népal. L'Everest est encore relativement préservé, et le gouvernement népalais fait ce qu'il peut avec ses moyens pour résorber les dégâts causés par les expéditions modernes. Et s'il est encore possible de nettoyer un campement jonché de détritus, il est en revanche beaucoup moins de réparer un paysage artificialisé. L'Europe n'a attendu l'autorisation de personne pour faire de ces montagnes un business. Et ce que les médias reprochent aujourd'hui au Népal, c'est de se comporter comme nous. Mais s'indigner qu'un pays qui ne dispose pas d'infrastructures de traitement des déchets ne sache pas quoi faire du matériel abandonné sur l'Everest, c'est au mieux de la naïveté, au pire de la malhonnêteté. Le Népal, c'est le 3e pays le plus pauvre d'Asie, avec un salaire annuel moyen de 730 $. Le tourisme lié à l'Himalaya y représente 8% du PIB. C'est énorme, et pour beaucoup de Népalais, c'est l'un des seuls moyens de sortir de la pauvreté. Évidemment, cette aubaine financière n'attire pas que des bonnes initiatives. En quelques clics, je peux réserver une expédition sur l'Everest sur le site d'une agence pas très regardante, et ce alors que je n'ai jamais chaussé de crampons d'alpinisme de ma vie. Heureusement, ce ne sont pas toutes les agences, c'est même une infime minorité, mais ça existe. Et c'est un vrai problème. Parce que d'un côté, ce type d'entreprise offre une opportunité financière rarissime pour toutes les personnes qu'elle emploie. Mais en étant prêt à accepter n'importe qui, ces agences mettent en danger la vie de leurs Sherpas, de leurs clients, et de tous les autres grimpeurs qui pourraient se retrouver coincés derrière eux sur les pentes de l'Everest. Et finalement, c'est ça qui fait que la question de l'Everest est aussi délicate. Courir 42 km en ville, a priori, ça n'engage que vous. Mais gravir l'Everest sans être accompagné d'un Sherpa, c'est impossible. Parce que même si vous décidez de porter vous-même tout votre équipement, votre vie dépend toujours des cordes fixes et des échelles installées par les Sherpas chaque saison. La situation des Sherpas et leur place dans ce puzzle est complexe et mériterait une vidéo dédiée, parce que tout ce que vous avez lu ou entendu à leur sujet est à la fois vrai et incomplet. Sans eux, plus personne n'atteint le sommet. Mais sans les grimpeurs, les Sherpas perdent un emploi qui fait d'eux l'une des castes les plus riches du Népal, avec un revenu compris entre 4 et 7 000 € par saison. Pour cette somme, ils risquent leur peau, avec en moyenne 3,5 fois plus de chances de perdre la vie qu'un soldat pendant la guerre d'Irak. Et en cas de décès, le gouvernement népalais ne verse que 15 000 $ à leur famille, ce qui couvre à peine les frais pour redescendre le corps de la montagne. Oui, certains clients leur manquent totalement de respect et ne réalisent pas que sans eux, ils n'auraient pas atteint ne serait-ce que le premier camp de l'Everest. Oui, leurs performances ne sont pas assez reconnues. Car si gravir l'Everest est un exploit, le faire en assurant la sécurité de grimpeurs mal préparés l'est encore plus.
Et oui, certains préféraient ne plus devoir retourner en montagne, mais le font car ils n'ont pas d'autres opportunités. Je voulais devenir moine et passer 5 ans dans un monastère, mais comment pourrais-je chercher la paix intérieure alors que la vie de mes parents était en jeu? Il n'y avait pas d'autre option que de retourner grimper. Évidemment que les Sherpas aiment l'Everest, c'est non seulement leur terre, mais c'est aussi une divinité qu'ils appellent Chomolungma, la déesse mère. D'ailleurs, le fait que des Sherpas accompagnent des grimpeurs sur l'Everest n'a rien de choquant, ça s'appelle être guide de haute montagne. Ce qui pose problème en réalité, c'est l'absence de choix. Accompagner des clients en haut du Mont Blanc en France, c'est un métier passion. Les accompagner au sommet de l'Everest au Népal, c'est souvent une question de survie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour sauver l'Everest, et à vrai dire, je ne sais même pas s'il a besoin d'être sauvé. Les dilemmes qui entourent ce coin du monde sont trop nombreux, et je ne prétends pas détenir la solution miracle. Et même si je l'avais, l'opinion des Occidentaux ne pèse plus très lourd dans la balance aujourd'hui. Car si l'Everest a mauvaise presse chez nous, ce n'est pas du tout le cas auprès des Chinois ou des Indiens, qui sont désormais deux des nationalités les plus représentées au sommet. Mon but avec cette vidéo, c'est de montrer que derrière le parc d'attractions pour milliardaires dont les médias adorent parler, se cache une infinité d'histoires, de motivations et d'enjeux qui méritent d'être entendus. Parce que même sur les plus hauts sommets enneigés, la réalité s'exprime toujours en nuances de gris. On se revoit dans 3 semaines. Oh, et si vous vous posez la question, oui, je crois que le fameux disque dur enterré par Ask.fm se trouve encore au sommet, mais vous fatiguez pas. La fameuse crypto-monnaie qu'il contient, elle vaut plus rien depuis 5 ans. Désolé.